parce que le RDPC, en tant que parti au pouvoir, en tant que parti proche du pouvoir, si vous voulez, est déterminé de conserver ce pouvoir, ce qui est tout à fait de son droit. Mais les autres concurrents, les 11, ils ont aussi le droit de mettre en place toutes les stratégies qui peuvent les permettre de nous mettre hors au pouvoir. Mais, comme je ne suis pas de l'opposition, je sais que jusqu'à présent, les 11 candidats de l'opposition ne sont pas encore arrivés au stade où ils peuvent avoir un candidat de consensus, ce qui ne sera pas tellement si facile, parce que sur le plan même de bon sens, on n'a même pas besoin d'avoir un candidat de consensus, puisque vous avez 11 candidats qui veulent battre un seul candidat. Avoir un consensus de 11 candidats ou de l'opposition, ce n'est pas si facile, mais c'est tout à fait possible, ou bien même probable, qu'on peut avoir plusieurs coalitions. On peut avoir 2 ou 3 coalitions. C'est aussi logique et même très possible, pourquoi pas probable. Mais ce que je sais, c'est que pour nous, au niveau de RDPC, on est sérieux. Le RDPC continue à faire, à préparer pour cette compétition au niveau central, c'est-à-dire au niveau du secrétariat général, au niveau des régions, au niveau des départements et au niveau des organes de base. Je suis parmi ceux-là, M. Roger Kiev, qui sait très bien que je suis un fidèle de sa chaîne Royal FM. J'écoute tout le bon travail qu'ils font chaque jour pour éduquer tout le monde. Ce qui est nécessaire, c'est qu'en fin de compte, c'est une compétition. Nous sommes tous des parties prenantes. Monsieur Mbenu, on se connaît depuis, on est toujours dans... Ce qui est essentiel, c'est que, comme vous avez dit tout à l'heure, nous sommes tous là pour construire la nation. Nous sommes tous là pour que le candidat de votre préférence gagne. Mais quand ce candidat gagne, il ne gagne pas pour le RDPC. Il gagne pour nous tous, même ceux-là qui étaient des concurrents. Hein. Et donc pour nous, ça sera un processus qui doit rester républicain, très démocratique, et qu'en fin de compte, nous restons toujours des frères et sœurs, des compatriotes. C'est ça qu'on veut. Dans le sens républicain, puisque nous sommes en République, c'est nous tous. Le pays appartient à nous tous. Donc, les lois, les institutions, et celui qui va gagner doit être celui qui va nous rassembler tous toujours au sein de la famille nationale, le Cameroun. D'accord. Roger Kiev, vous êtes journaliste politique. Votre analyse des stratégies du côté des partis d'opposition, parce qu'il faut dire que toutes les attentions y sont, parce qu'on les voit se rassembler, penser réellement renverser le régime en place. L'union sacrée de l'opposition est un défi majeur, qui devient un enjeu principal. C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on aurait attendu. Parce qu'en face, vous avez un parti politique enraciné qui est héritier du parti unique. Et donc qui a un maillage territorial à nul autre pareil. Quand vous connaissez le Cameroun, moi je suis souvent allé dans les marais de l'extrême nord. C'est-à-dire vous survolez par hélicoptère l'extrême nord. Ce sont des marécages très profonds. De l'eau partout. Je ne sais pas comment l'opposition peut faire pour avoir un scrutateur. Parce que c'est le Cameroun là-bas, hein, dans des villages de pêcheurs. Il y a des bureaux de vote là-bas. Le RDPC, lui, il a bénéficié du maillage ancien. Il avait des chefs de canton, des chefs de district. Il a des gens un peu partout, même à des endroits où il vous est difficile d'arriver. Parce qu'à l'époque, l'administration allait collecter, récupérer les bulletins de vote par hélicoptère. C'est-à-dire qu'on utilisait les gros moyens de l'État pour aller récupérer les urnes après les élections, très loin. Pour faire cela, nos partis politiques qui n'ont pas de moyens ont besoin d'être ensemble.
Et je vous rappelais tout à l'heure que le président Adamou Ndamdjoya, après l'échec de la coalition de 2004, avait expérimenté quelque chose avec son ami Jean-Jacques Ekindi. Cette union entre les deux formations politiques a permis que l'UDC ait des conseillers municipaux à Douala. Aïdjo. Et un député. Mon ami Aïdjo est là-bas à Douala. Parce que Jean-Jacques Ekindi, qui ne peut pas contrôler le Noun, a bénéficié de l'UDC. L'UDC qui ne pouvait pas avoir la même implantation à Douala a bénéficié du concours du parti de Jean-Jacques Ekindi. C'est pour vous dire que l'opposition a intérêt, grand intérêt à se mettre ensemble, à réunir ses forces, ses moyens, ses potentialités. Mais quand vous regardez ce que vous regardez, vous vous rendez bien compte que les leaders ont chacun ses intérêts différents. Chacun vient de faire un tour au nord, triomphalement, comme disait Mbenoun tout à l'heure. Chacun a été triomphalement là-bas. Même lui, Paul Moutazé du RDPC a aussi été triomphalement à Maroua. Tout le monde est en train de triompher. Moi, je me serais attendu, il a dit tout à l'heure qu'ils ont des comités, je me serais attendu à voir ensemble à Garoua, Tiroma, Bello, Tomaino et peut-être Akere, Ateki. Ensemble, c'est-à-dire que vous rentrez ensemble, parce qu'en 2004, c'est comme ça que la coalition a fonctionné. Elle a fait le tour du Cameroun. C'était l'aura de marée. Moi, j'avais la chance à l'époque, avec mon confrère Gabriel Youbi de West Echo, nous étions les deux seuls journalistes admis dans les travaux de la coalition à la montée en rouge. Mais à la dernière minute, alors que le peuple était d'accord pour la coalition, le philosophe politique Sijun Pokam, qui était la seule société civile représentée là-bas, avec un droit de vote, avait réussi le pari de proposer à Kamon Foumou Eugène comme candidat de la coalition. Et ils ont dit, ben, d'accord, par cynisme politique, si un originaire boulot du sud des candidats de l'opposition, il va battre. Mais à la dernière minute, le candidat en question avait disparu de la circulation. Et quand on a décidé de porter Ndamdjoya comme candidat de la coalition, le cher Manfoundi a dit non, non, c'est lui le plus populaire. Lui ne peut pas accepter que... Et le professeur Henri Orbelen a dit, tu es populaire, tu ne parles même pas français, tu parles seulement en anglais. Ils se sont déchirés là tout de suite. Comme pour dire quoi? Si on revient en 2025. Comme pour dire que les objectifs des candidats ont toujours été différents les uns des autres. À la dernière minute, ça pose toujours un problème parce qu'à l'heure où nous parlons, Tiroma a dit que c'est lui le messie du changement. Il le dit clairement. Belobo Bamagari pense qu'il est un homme expérimenté, que c'est lui. J'ai écouté le président Akere Mouna avant-hier. Il appelait Maurice Kamto à venir essayer de rentrer dans la balance pour faire peser la balance et de fédérer les forces. Jusqu'à ce matin, là, oui, je n'ai pas d'indice pouvant me montrer que l'union sacrée de l'opposition va se faire. Le peuple aspire au changement. D'accord. L'opposition est censée porter les aspirations du peuple. Mais ça ne peut pas se faire de manière dispersée. Puisque le RDPC, en face là, vous savez ce qu'ils font? Ils ont le G40, ils ont le G20, ils ont le G8 qui est un conglomérat de certains partis du Nord. Parce qu'ils ont des faits. Il y a des dissidents du FSNC de Tiroma qui ont rallié ce qu'on appelle le G8. Lui, le RDPC, qui est pourtant majoritaire, fait des coalitions. Mais qu'est-ce qui se passe, mes très chers amis de l'opposition? C'est la grande interrogation et on espère avoir des réponses concrètes ce matin. Alain Amasoka, vous êtes expert en communication. Comment est-ce qu'on devrait analyser ce flux de messages-là qui nous viennent du côté de l'opposition camerounaise? Écoutez, je crois que Roger a enfoncé ou défoncé une porte qui est largement ouverte. Vous savez, pour bien lire les événements qui arrive à l'opposition camerounaise, il ne faut pas minimiser, il vient de le faire, il vient de le rappeler tout à l'heure, l'antériorité des faits historico-politiques. Je n'ai pas envie de réitérer ce qu'il a dit. Effectivement, c'est un indicateur extrêmement important. Quand vous prenez par exemple le paramètre temporel, vous questionnez 2004, voilà, il vient de nous livrer des coulisses
que nous savons, mais que les gens ont souvent tendance à oublier, parce que des répétitions peuvent se multiplier au fur et à mesure. La question, au-delà des anecdotes qu'il vient de développer, je crois qu'il a chuté par là, qu'est-ce qui se passe? C'est la vraie question qu'il faut poser, c'est le vrai cautionnement qu'il faut poser. Commençons par la dernière actualité. Vous avez interrogé le groupe de Fumban. Qu'ils vous disent la vérité. Bon, nous sommes des journalistes d'abord, avant de pouvoir faire des explications, des analyses. Le groupe de Fumban, deux indicateurs que moi je sais. Première chose, ils n'ont pas été capables d'intégrer dans leur plateforme des paramètres de temporalité politique. Un, Kamto. Ils ont voulu, certains dans ce groupe, vouloir associer l'argument de Kamto, étant donné que certains peuvent lui concéder une certaine polarisation. Il y a une querelle à l'intérieur, il faut qu'ils vous disent la vérité. La querelle a éclaté en plein jour, comme pour dire que non, Kamto ne peut pas être dans le dispositif, pour la simple raison qu'il est exclu. Premier élément. Deuxième élément, qu'ils ne disent pas également, ben écoutez, vous avez le malheur de que nous soyons journalistes, ils n'ont pas pu s'entendre sur les questions de fond, c'est-à-dire, j'ai entendu mon voisin développer encore la réflexion d'harmoniser des programmes, d'harmoniser des vues. Ben écoutez, vous ne parlez pas de ça quand vous êtes quasiment à la fin du processus. Vous parlez de ça à l'entrée du processus. Avant de s'asseoir, on doit savoir qui est qui. Vous n'allez pas savoir qui est qui quand vous êtes déjà en train de vouloir sortir. Troisième indicateur, d'ailleurs j'ai envie d'illustrer en cela, quand vous regardez par exemple le groupe de Fumban, posez-vous la question sur certains ténors quand même de la scène politique. Où est Yoshua dans cette affaire? Où est Cabral dans cette affaire? Bon, je ne veux même pas sur Kamto. J'ai déjà dit pourquoi ils ont refusé Kamto. Voilà des indices. Alors, vous allez plus loin. On aurait pu peut-être cristalliser autour de Madame Ndamdioya. C'est une femme, ça devient compliqué quand on regarde un peu les réflexions un peu conservatrices de notre société. Voilà les vrais problèmes de fond dans ce groupe, à la vérité. D'ailleurs, Madame Ndamdioya, sans vous couper, aurait dit qu'elle sait que le Cameroun conservateur n'est pas prêt à accepter une femme. Oui, elle a dit elle-même d'ailleurs, elle a déjà dit comme cela. On appelle ça un aveu. C'est un aveu de fait. Vous comprenez? Voilà les vrais mots qui minent. Alors moi, je prolonge la question de Roger à travers ce questionnement. Que se passe-t-il? À la vérité, il se passe que les gens se sont englués dans les clivages nombrilistes. Ils se sont vraiment installés dans des logiques individualistes. J'ai envie de comprendre cette chose la plus simplement, telle que l'a expliqué Roger tout à l'heure. Effectivement, en termes d'histoire politique, il y avait eu cette combinaison entre Adamou Ndamdioya et Kindi. Et ça produit des résultats. Vous comprenez? À partir de ce moment, les questions qui peuvent émerger, véritablement, je n'ai pas envie d'être affirmatif, mais vous savez, il y a un autre indicateur que moi je voudrais convoquer à l'analyse. Oui. C'est quels sont les profils et les itinéraires des uns et des autres. Parce que quand vous entendez Akere dit je n'ai plus confiance, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, au Cameroun, les gens parlent de façon feutrée. Là, je parle en tant que spécialiste en communication. Il faut regarder dans les discours ce que cache le dessous, ce qu'on appelle en sociologie les non-dits, le discours non officiel. Vous savez, ce qu'on nous présente en termes de communication, quoi, c'est des versions policées. Moi, je suis essentiellement pessimiste. Pour dire que, vous savez, l'opposition gabonaise, je n'ai pas envie de relayer la dernière actualité médiatique qui fait fureur. Elle n'est pas seulement bête, selon Jeune Afrique. Elle est émiettée, elle est décomposée. Mais elle n'est pas émiettée, décomposée parce qu'il n'y a pas, j'ai envie de dire quoi, de vrais profils. Mais dans les profils, là, il faut faire des études là-dessus. Quand vous regardez les profils des uns et des autres, regardez l'itinéraire de chacun. Regardez les actes posés de chacun. Et vous allez donc comprendre qu'au bas mot, il y a derrière ces itinéraires une véritable logique d'entrisme alimentaire. C'est ça qui fait défaut à la vérité. C'est ça qui fait défaut. Et ça perturbe tout le jeu des possibles stratégies d'alliance politique. Parce que les alliances sont possibles. Elles sont possibles. Question, pourquoi ça coince? Bon, j'ai pris Fumban. Bon, prenez les autres. On parle de Kamto qui polariserait une certaine opinion. Des indiscrétions, pour ne pas dire des sources très crédibles, sont claires. Il aurait certainement fait un rapprochement vers le Grand Nord. Ça, c'était avant le verdict du Conseil constitutionnel.
ben, il a été certainement débouté dans sa médiation, il n'est plus jamais revenu. Il y a vu Bello, ça n'a pas marché. Et ça s'est encore compliqué. Bon, est-ce que maintenant, Bello peut lui demander de faire à peu près ce qu'il lui a refusé? Ça va être très compliqué. Parce que les clivages, non seulement sont nombrilistes, mais ils sont dangereux. Ils sont, ça veut dire quoi, dans une vendetta politique de nul autre pareil. Donc vous verrez donc que même les possibles alliances qui peuvent s'irriguer vers des opportunités claires. Vous imaginez un Camto avec le Grand Nord, ça peut donner quelque chose. Mais ils ont un passif certainement du fait de ces faits que je viens d'indiquer. Bon, laissons même l'axe nord-sud, allez rester même dans le nord. Vous avez le sentiment que les deux frères là s'entendent? Bon, Roger vient de dire qu'il y a un qui dit qu'il est messie, l'autre qui dit qu'il est très expérimenté. Ouais, c'est pas la magie. Et ça, du coup, vous posez la question de savoir pourquoi ces gars-là réussissent le coup de ne pas s'entendre. Pourquoi ils réussissent à faire, j'ai envie de dire quoi, le blocage au niveau des vraies possibilités, des vraies opportunités. Je répète, ils sont assis dans un entrisme alimentaire, opportuniste, essentiellement nombriliste. Emmanuel Menon, la grande question que plusieurs se posent, qu'est-ce qui coince réellement du côté de l'opposition camerounaise? Écoutez, M. Amassoka, je crois qu'il a une analyse assez excessive des faits. Bon, il est à la périphérie, il n'est pas dans le cocon de là où les choses se décident. Bon, lorsque vous dites ce que vous dites là, on peut vous demander vos sources. Elles sont informelles et puis c'est pas une vérité d'évangile. Vous pouvez. Je me souviens que avant que Monsieur Ekane Anicet Lumandem présente Camto comme leur candidat, il y avait eu des bisbilles entre eux. Je me souviens même que Ekane avait exclu un des membres du groupe de Douala parce qu'il est parti, n'est-ce pas, assister au meeting de Camto à Paris. Personne ne pouvait parier que ces deux-là puissent s'entendre. Donc, mais tout le monde a été surpris que, voilà, c'est Lumandem qui a présenté Camto. Donc, ces analyses, je les trouve peut-être un peu subjectives. Nous sommes dans une logique. Je crois que les Camerounais sont arrivés à la conclusion que cette année, c'est une année charnière. Et nous savons que le professeur et son parti, dans les élections passées, ils ont eu à peine 1 500 000 voix. Il y avait les inscriptions qu'il y a eu et l'engouement qu'on voit auprès de la jeunesse et des populations à obtenir un changement. Ça motive aussi les acteurs politiques qui savent que malheur à celui qui va porter cette charge d'avoir trahi l'opposition et de ne pas se mettre dans la démarche que le peuple veut. L'histoire retiendra que c'est cette personne ou c'est ces personnes qui n'ont pas voulu. Donc moi je pense que il a parlé des démarches d'Akere Mouna. Moi je ne perds pas espoir. Même les partis qui ont pignon sur rue comme Cabral Libi et Maurice Camto, eux-mêmes savent que un seul parti ne peut pas gagner le mastodonte qu'est le RDPC. Il faut absolument une mutualisation des forces. Donc, si quelqu'un peut penser que son ego lui permet d'aller faire une démarche unique, je ne suis pas souscripteur de cette démarche-là. Et je voulais dire à M. Kiek que il a dit que le RDPC c'est un parti qui va dans les marécages, les coins, les culs reculés. Je lui rappelle qu'en 1992, c'est le même discours, c'est la même phraséologie que les gens du RDPC nous tenaient. Mais Froundi les a gagnés avec l'Union pour le changement. S'il vous plaît, laissez-moi parler. C'est vous qui avez la parole. Je vous introduis une nuance importante sur le plan historique. En 92, avec l'Union pour le changement, des anciens caciques de l'UNC, c'est-à-dire les Français Senghakouan, les Bois Samuel et les autres, avaient rejoint l'Union pour le changement, c'est-à-dire des barons de l'ancien système qui connaissent les enjeux. Vous avez rejoint, c'est pour ça que Froundi a gagné. Parce qu'il y avait des gens, parce qu'en face quand même, hein, il faut reconnaître que les anciens haïdioïstes, les Haïssim Vadan,
les Bois Samuel étaient des adversaires farouches de Paul Biya, leur ancien camarade. Ils ont rejoint l'opposition. Mais ils n'avaient pas formellement rejoint l'Union pour le changement. Maintenant, je vous donne un détail, comme ce que je disais. Vous savez, à Douala 5e, il y a un endroit qu'on appelle les îles Manoka. Les îles Manoka, Djebalé, etc. Ouais. Là-bas, hein, vous trouvez beaucoup de pêcheurs nigérians, beaucoup de Sierra-Léonais, etc. Il y a des bureaux de vote là-bas. Et le monsieur qui gère cet endroit-là, qui s'appelle Doug Collins, a des flybots pour faire le relais. C'est-à-dire que lui, il a un relais que personne de l'opposition n'a. Ce sont des faits qu'on vous donne. C'est des villages de pêcheurs. D'ailleurs, les bureaux de vote, bon, ils ont dit que c'est fictif. Vous ne pouvez pas savoir les bureaux de vote qu'il y a là-bas. Mais eux du RDPC, ils savent. Ils instrumentalisent dans ces bureaux de vote et on vous donne des chiffres que vous ne pouvez pas... Écoutez, on vous a compris, Roger Kiek. Monsieur Kiek, vous ne pouvez pas, une élection à l'échelle nationale, nous parler des petites bourgades comme Djebalé, qui a quelques centaines de personnes qui peuvent faire peser la balance. Moi, je pense que le bilan du RDPC parle en sa défaveur. Vous comprenez? Donc le Cameroun, j'ai regardé encore la présidente, elle était au nord, on l'a dit. Mais on a vu des reportages de ce côté-là où vous voyez des citoyens qui partagent l'eau à boire avec le bétail, avec des moutons et des chèvres. Ça, c'est des images qui parlent à tout Camerounais. Vous voyez des images en Kondiok où vous voyez un centre de santé qui on a investi 15 millions pour payer un groupe électrogène qui est dans la broussaille, alors que les populations vous disent qu'ils n'ont pas moyen de se soigner. Ça, c'est des images qui parlent. Je vous fais grâce de ce qui se passe à Douala actuellement avec les routes et les entrées SCS. Ce sont des Camerounais qui vivent ces choses. Donc, quel que soit la stratégie et l'ingénierie de la fraude, je pense que cette année, les Camerounais se sont entendus pour que ce régime puisse aller se reposer. Parce qu'à 43 ans de pouvoir, on a beaucoup supporté, pour emprunter une expression des enseignants. Mais est-ce que leur engouement au changement ne peut pas être freiné par une non-organisation du côté de l'opposition? Non, je crois qu'il ne faut pas jouer les prophètes de malheur et dire que tout ce qui se passe là ne va pas aboutir. Non, les 7 candidats, ou alors les 7 partis qui font la plateforme de Fumban, est-ce que vous avez entendu un de ces leaders dire que je me désolidarise de ce qui se passe? Maître Akeremouna dit ne plus avoir confiance en certains. C'est son droit s'il n'a pas confiance. Et vous savez que les opinions sont évolutives. Il peut toujours changer. Exactement. Donc moi je pense que nous sommes là dans une logique où en 2018, lui-même Akeremouna a rejoint le parti de M. Kamto à 3 jours des élections. Donc il ne faut pas perdre espoir. Nous sommes à plus d'un mois des élections, mais M. Amasoka nous dit péremptoirement que lui ne croit plus. C'est son droit. Bon, il peut ne croire. Mais nous sommes dans une logique et nous pensons que nous avons le peuple avec nous. D'accord. Et on va trouver certainement quelque chose à proposer au peuple camerounais. D'accord. Fabrice Lénard, des stratégies, oui, mais dites-nous quand même, est-ce qu'il n'y aurait pas des problèmes de leadership au sein de cette coalition-là, de Fumban, on a envie de dire ainsi, parmi les 7 formations politiques qui y participent? Il n'y a pas les attentats de coalition sans les défis majeurs. Et question d'ego, question de leadership, question de qui doivent être 7 profils sans polémique pour être devant, étaient toujours les défis des efforts à mener un leader consensuel ou un leader de coalition ou un leader unique pour l'opposition. Mais ça ne veut pas dire que l'opposition n'est pas organisée. Ça ne veut pas dire que l'opposition ne s'entend pas. Il ne faut pas que les gens nous fassent les discours de malheur, de pessimisme. Dans le groupe des Fumban jusqu'à aujourd'hui, il y a le travail concret qui se passe. Chaque semaine, les concertations qui se passent, chaque semaine, d'abord entre les leaders intermédiaires et maintenant conversation entre les candidats. Et il ne faut pas oublier que
même les candidats du Grand Nord, comme Tiroma et Bello, ce sont les gens que entre 92 et 2018, ils ont toujours eu les tendances des sorties et l'entrée. Surtout le ministre Tiroma. Lui, il a toujours eu cette tendance des sorties et l'entrée. Donc, il ne faut pas avoir une conclusion fixe et fixée du fait que non, c'est l'opposition, vraiment, à ce qu'on voit là, il n'y a plus de possibilités, on n'entend plus rien d'eux. Non. Sur l'électorat camerounais en 2025, le RDPC, en 2018, a gagné parce qu'ils ont eu soutien de ces deux formations politiques du Grand Nord. Peut-être avec ANDP de Mustafa et aussi peut-être d'Aikoli Daïsala. Mais aujourd'hui, on voit que le Grand Nord, c'est la population qui a bloqué la voiture de sous-préfet qui veut bloquer le meeting de Bello. Ça vous dit pas quelque chose? Au Grand Nord, l'autre jour, à Maroua, à Meskin, ce sont les populations qui sont sorties encore pour dire que les meetings de RDPC ne veulent pas se passer, ils sont transformés ça au meeting de FNC. Ça ne vous dit pas quelque chose? Nous, moi et Ateki Seta, on était à Bamenda. On a fait une entrée à Bamenda, de Welcome to Bamenda, jusqu'à Commercial Avenue. On a salué la population. Première fois qu'un candidat d'opposition, depuis 2018, peut entrer à Bamenda. On avait juste fait une notification, oui, normalement au sous-préfet, de qu'on vient faire quelque chose en tant que candidat, mais on n'a pas pris les forces de maintien de l'ordre pour marcher avec. On a fait cette activité à Bamenda tout au long de la journée, de 9h le matin jusqu'à 15h. On a fait un caravane et après un meeting. Parlons également de changement en population. On a fait même chose à Boya. Ça vous dit pas quelque chose? Et les gens ont sorti pour dire que vraiment on est au bout. Ça veut dire quoi? Si RDPC veut, il a les représentants dans les 360 communes du Cameroun. Ça ne se traduit pas au vote en 2025. Parce que les Camerounais ont marre. Et il ne faut pas que les gens commencent à interpréter que du fait qu'il y a le préfet, sous-préfet et toute cette délégation des ministres qui sont dans les différentes régions du Cameroun, qui représentent le parti au pouvoir, veut dire que forcément les populations qui sont majorité des Camerounais vont les voter. C'est faux. Ce discours est très faux parce que RDPC ne gagne pas les élections au Cameroun avec plus de 2,5 millions depuis quelques années, depuis les années des élections présidentielles. Ça veut dire qu'en 2025, il faut juste un ajout pour un candidat d'opposition de 500 000 de votes sur les 2,5 millions pour gagner, pour battre Podia. Et il est possible. Et il est possible. Il est très possible. Pour moi, je pense que si aujourd'hui, on regarde les tendances seulement du 3 régions du Grand Nord, avec littoral, avec le Noun, avec Onkam de l'Ouest, avec Nord-Ouest et Sud-Ouest, vraiment, je ne suis pas sûr que le prof va nous dire encore et ce qu'ils espèrent gagner dans ces zones que j'ai citées. Et ça, c'est les zones d'électorat lourd du Cameroun. Ils vont gagner comment? Maintenant, sur la coalition, je vais citer sur la coalition. Je voulais dire aux experts de communication que il y a peut-être ce que les acteurs disent et ce qui va se passer. J'ai dit quelque chose au début que l'ambiguïté dans la stratégie était aussi une stratégie. Parce que parfois, ce qui est dit dehors était aussi une manière de faire que ce qui est... Parce qu'eux, ils sont en l'école. Prof qui est chargé de CBDM Academy. Ils sont là pour étudier nos stratégies, pour aller voir comment nous mettre les bâtons dans les rues. Oui, pour faire les concurrents. Donc, on est content.